Seulement 17% des métiers en France sont vraiment mixtes, c'est-à-dire occupés par autant d'hommes que de femmes. Pourtant, de la maternelle au lycée, filles et garçons font les mêmes études. Mais à l'heure de l'orientation, ils et elles ne font pas les mêmes choix. Les métiers auraient-ils un sexe ? Alors, je suis journaliste, donc je travaille pour lci.fr. Pourquoi je l'ai choisi? Parce que je pense que, en tout cas, moi j'ai la volonté de faire un métier dans lequel il y a une certaine responsabilité envers les gens pour lesquels on le fait. C'est comme ça que je l'exerce, donc je choisis des sujets qui me permettent de faire un journalisme engagé et de le traiter de manière responsable. Donc je traite surtout des inégalités entre les femmes et les hommes, des discriminations en général. Et ça me permet, je pense, de donner la parole à des gens qui ont moins la parole d'habitude. Et c'est comme ça que je trouve un sens à mon métier en tout cas. J'ai pas fait d'école reconnue par la profession. Moi j'ai commencé après un bac éco, ES. J'ai fait 2 ans de prépa littéraire. Et puis ensuite, j'ai fait de la sociologie en fac. Et enfin, ma dernière année d'études, je l'ai faite à l'IEP à Sciences Po Rennes, en fait, en master journalisme. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir une formation quand même en journalisme. Mais moi, ce que je conseille aux étudiants et aux élèves qui veulent faire du journalisme, c'est de faire de la sociologie. Parce que ça permet vraiment de comprendre le monde dans lequel on vit, le monde qui nous entoure, beaucoup plus qu'une école qui formate beaucoup, je trouve. Alors, en effet, il faut savoir que le secteur du journalisme est complètement bouché aujourd'hui. Peut-être que ça va changer dans les années à venir, mais en ce moment, c'est compliqué. Quand on sort d'une école qui n'est pas reconnue par la profession, généralement, on commence par de la pige. La pige, ça veut dire qu'on est payé à l'article. C'est très rare de sortir d'école et d'avoir un contrat tout de suite, même un CDD. Donc moi, j'ai commencé par de la pige pendant quelques années. Et puis ensuite, on m'a prise en CDD et ensuite en CDI. Mais tout ça, ça prend longtemps. Et effectivement, il faut être prêt à galérer un petit peu. Et donc moi, j'ai fait des petits boulots en même temps que la pige parce que sinon, c'était compliqué de vivre, surtout à Paris. Et c'est sûr que c'est un sacrifice que tout le monde ne peut pas se permettre de faire. Et il faut être prêt à être précaire au début, malheureusement. J'espère que ça va changer. Alors, dans les rédactions, bon, alors, le secteur du journalisme, c'est à l'image de la société en général. Donc il y a autant de sexisme qu'ailleurs, par exemple. Dans le journalisme, on est à parité entre femmes et hommes. Dans les écoles, il y a autant de femmes que d'hommes. Mais ensuite, quand on monte dans l'hiérarchie, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui sont directeurs de rédaction, directeurs de publication, et beaucoup moins de femmes. Donc ça donne un peu une ambiance quand même. Par ailleurs, les hommes traitent souvent des questions qui sont jugées plus valorisantes, comme l'économie, la politique internationale. Les femmes sont souvent cantonnées quand même au thème de société, au thème de santé par exemple. Donc tout ça, ça donne aussi la couleur de ce qui peut se passer dans une rédaction. Moi j'ai noté quand même qu'après MeToo, après l'affaire Weinstein, il y a eu un changement dans en tout cas les sujets qui étaient jugés comme importants. Moi les sujets de féminisme ou de droits des femmes par exemple, j'en parlais déjà, j'écrivais déjà dessus beaucoup avant MeToo. Et après MeToo, c'est devenu un sujet incontournable pour les chefs masculins. Et donc moi, ça m'a permis finalement de gagner un peu plus en place quand même, d'avoir une place un peu plus importante dans la rédaction en tout cas sur ces sujets-là. Maintenant par exemple, on vient me consulter quand on fait des sujets sur le sexisme par d'autres journalistes par exemple qui ne savent pas trop s'ils vont écrire une bêtise ou quoi, ils viennent me demander par exemple pour les titres etc. parce qu'ils ne veulent pas être maladroits ou faire avoir une formulation sexiste dans les titres par exemple. Voilà, donc maintenant on vient me consulter là-dessus. Et puis ensuite il y a eu l'affaire de la Ligue du LOL qui a également qui a changé les choses quand même dans les rédactions parce qu'évidemment c'est une affaire où des hommes dans les rédactions ont été accusés d'harceler des femmes journalistes et communicantes.
Donc c'est une affaire qui parle de notre société en général, mais qui touche les médias en particulier. Et nous, dans notre rédaction, ça nous a forcé à nous interroger et à balayer devant notre porte quand même, et à demander à ce que certains comportements soient changés. Je sais aussi que mon chef maintenant, et qui je m'entends bien au web, fait beaucoup plus attention et beaucoup plus attentif à ce que les collègues féminines vont pouvoir raconter. Voilà. Et donc je pense que tout ça va dans le bon sens. Alors, la différence de salaire, c'est une très bonne question. C'est compliqué à savoir parce qu'en France, on n'est pas trop pour la transparence des salaires. Moi, j'aimerais beaucoup que dans la rédaction soient affichés les salaires de chacun sur des grilles, sur les murs de la rédac, pour que tout le monde puisse se comparer et se dire je suis là depuis autant de temps que lui, je fais exactement le même travail, pourquoi est-ce que je suis payée 100 €, 200 € de moins? Donc ça, moi, je ne sais pas vous répondre, je ne sais pas dire si je gagne moins que mes collègues masculins. J'ai quand même une idée, puisque cette année, mon chef a décidé de m'augmenter et il m'a dit que c'était parce qu'il y avait une trop grande différence avec mes collègues masculins qui faisaient le même travail. Donc oui, moi j'étais sous-payée jusqu'à il y a peu, là. Ça a été rattrapé avec les collègues à poste égal. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi. Voilà, ça parce que je n'ai pas encore eu d'enfant, je ne suis pas encore partie en congé maternité, donc il n'y a pas la différence qui peut se créer à ce moment-là, qui n'est pas forcément légale non plus, mais bon, qui des fois explique des choses. Je sais que moi, par exemple, je vais très peu réclamer les augmentations. Voilà, je vais être plus demandeuse, je me fais violence pour le faire davantage. Mais oui, en tout cas, la différence des salaires, c'est pas un mythe dans le journalisme non plus. En général, il y a 12% d'écart entre les salaires masculins et les salaires féminins dans le journalisme en général. Oui, du coup, j'ai l'impression que je progresse plus doucement que d'autres en termes de salaire et je ne sais pas expliquer pourquoi. Voilà. Pourtant, je suis quand même dans un grand groupe. TF1, c'est quand même une énorme maison qui a des obligations légales là-dessus, qui a des référents sur le sujet, etc. et des RH qui sont censés faire attention. Et malgré toutes ces précautions, il y a quand même des dynamiques plus profondes qui font que oui, il y a des différences de salaire inexplicables entre hommes et femmes. Donc oui, je progresse plus lentement puisque là, on m'a augmenté pour rattraper mes collègues masculins. Mais ce n'est pas une augmentation, par exemple, qui valoriserait mon travail et qui fait que, par exemple, je pourrais gagner un petit peu d'avance sur eux. C'est juste, hop, on me met à niveau, puis l'année d'après, il faudra que je galère soit pour rester à niveau, soit pour rattraper encore un retard, je sais pas. C'est une très bonne question. En ce moment, oui, je me sens plutôt alors à ma place. C'est-à-dire que oui, je trouve du sens à ce que je fais, ça c'est très très important et je sais que c'est de plus en plus rare dans la profession. J'ai plein de consoeurs et de confrères qui arrêtent, qui ont mon âge, qui ont à peine 30 ans et qui se redirigent déjà vers un autre métier parce qu'ils trouvent plus de sens dans ce qu'on fait. C'est compliqué, il n'y a pas trop de moyens dans la presse, donc on embauche moins, mais on demande quand même aux journalistes de faire de l'audience et donc souvent ça se traduit par des articles à la chaîne dans lesquels on n'a pas beaucoup de temps pour vérifier, par exemple. Voilà, et donc ça induit forcément une perte de sens chez les journalistes, chez des gens qui ont choisi ce métier souvent par passion ou par vocation. Des grands mots qui pourraient laisser entendre qu'on serait prêt à accepter beaucoup de choses finalement, parce que par passion, on peut accepter d'être moins bien payé, de faire un peu un travail ingrat pendant quelques années, etc. Donc la perte de sens dans notre métier, elle existe. Moi, en ce moment, j'ai la chance d'avoir intégré une cellule qui fait du fact-checking. Donc c'est de la vérification de faits assez poussée, c'est-à-dire globalement qu'on me laisse du temps pour traiter mes sujets, faire des petites enquêtes quand même au jour le jour. Et j'y trouve du sens, j'y trouve de l'intérêt, ça c'est très important. Et effectivement, dans ma spécialité sur les discriminations et sur les inégalités entre les femmes et les hommes, là forcément je trouve un sens parce que je trouve que dans notre société on a encore tellement à faire dans ce domaine-là que c'est un sujet qui est jamais sec, qui est jamais tari. Donc, et puis moi où je vois une nécessité de le faire. Et moi, surtout je pense en étant dans un grand groupe comme TF1, là où je suis, je pense que je parle à des gens qui ne connaissent pas forcément ces sujets-là. Et si je peux aider ne serait-ce qu'un ou deux lecteurs ou une ou deux lectrices à comprendre mieux un concept féministe en le vulgarisant par exemple, c'est déjà gagné et j'y trouve mon sens. Alors, comment je
suis arrivée dans cette spécialité-là, j'y suis arrivée par intérêt personnel, c'est-à-dire que moi à la base je suis féministe, que c'est des sujets qui m'intéressent, me passionnent. En dehors du travail, je lis beaucoup sur ces sujets, je vais beaucoup à des conférences, je fais partie de l'association Prenons la Une qui œuvre pour une meilleure représentation des femmes dans les médias. Donc c'est un peu naturel, c'est-à-dire que comme il n'y avait personne, je parle de ça il y a 3-4 ans par exemple, personne dans la rédaction ne s'emparait de ces sujets-là. C'était le no man's land, c'était pas du tout des sujets qui intéressaient les autres journalistes. Pas comme la politique, l'économie, l'international par exemple. Donc moi je m'en suis emparée tout naturellement. Quand je voyais quelque chose, une polémique sexiste, des propos sexistes, ou des sujets qui méritaient éclaircissement, etc., je proposais à mon chef, qui disait oui, et puis en plus ça marchait pas trop mal, c'est-à-dire que c'est des sujets qui ramènent des gens, qui ramènent du clic, qui ramènent donc de l'argent. Et c'est important quand on est un média qui fonctionne, on est une économie aussi, on a besoin de faire rentrer des sous, c'est logique. Donc mes chefs ont toujours finalement vu ça d'un bon oeil, puisqu'à côté je continuais à être généraliste. Je peux très bien écrire aussi sur la politique, moi aussi sur l'économie, voilà, sur le sport, voilà, je peux faire plein de choses aussi, mais il n'y a que moi qui prenais ces sujets-là. Et avec MeToo, ça a changé, c'est-à-dire que c'est devenu des sujets incontournables. Et aujourd'hui, il n'y a que moi qui le fais encore, mais c'est ce qu'on me demande de faire. On ne va plus trop m'embêter avec les autres sujets. En conférence de rédaction, on va me dire ça c'est un sujet pour Anaïs.